Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Réguler l'espace numérique est examiné en ce moment même au Conseil d'État. Il sera présenté début mai en Conseil des ministres, a annoncé Elisabeth Borne avant-hier. Nous sommes en compagnie de Fabrice Epelboin, entrepreneur de Creative Technologies notamment, et professeur à Sciences Po Paris, l'IAE Poitiers ou le CELSA. Fabrice Epelboin, bonjour. Bonjour. Donc, selon ce projet de loi, une personne condamnée pour un délit lié à la haine en ligne pourrait être bannie des réseaux sociaux. Déjà, la haine en ligne, ça commence où, ça termine où? Est-ce que c'est techniquement réalisable? Non, c'est techniquement totalement irréalisable. Il y a deux grandes approches pour imaginer un tel dispositif. Bloquer votre adresse IP, ce qui va bloquer, dans le cas d'un foyer, tous les gens qui résident dans le même foyer, ou bloquer une adresse email, et il vous suffira de changer d'adresse email pour ouvrir un nouveau compte instantanément. Ça n'a aucune réalité technique, aucune possibilité de se transformer dans une réalité technique un jour. Et la haine, ça commence où, ça termine où? Parce que est-ce qu'on va bannir par exemple deux supporters de foot qui vont s'écharper sur leur club en se traitant parfois de nom d'oiseau? Qu'est-ce qu'on peut faire sur la haine en ligne? Parce que ça me paraît assez surréaliste. Alors ça aussi c'est un autre challenge, mais celui-là n'est pas technique, il est juridique. Pour juger du caractère haineux de quelque chose, il va falloir un processus judiciaire, et vu le déferlement de haine qu'on a en ce moment en France, ça voudrait dire grosso modo qu'on a un tiers de la population française qui se transforme en juge. Donc ça n'est pas très réaliste. Notre système judiciaire, qui est déjà totalement exsangue, et ça depuis de nombreuses années, ne peut pas envisager de juger ce qui est de l'ordre de la haine ou pas, et donc il va falloir déléguer à des entités privées, la plupart du temps qui ne sont pas françaises, pour ne pas le nommer, pour l'essentiel américaine, et puis c'est-à-dire Twitter, Facebook, etc., ou TikTok, oui. Voilà, et donc la haine française va être jugée à l'aune du prisme américain, ce qui pose d'énormes problèmes parce qu'on a un cultural gap qui est phénoménal dans ce domaine-là aussi. Rappelons que le cultural gap le plus considérable qu'on a entre la culture américaine et la culture française, c'est la notion de liberté d'expression qui est sacrée dans la Constitution américaine et qui n'existe pas, qui n'est même pas citée dans la Constitution française. Alors, le contrôle d'identité sur Internet, c'est une chimère? Non, ça peut exister. Typiquement, si vous ouvrez un compte en banque, on va vérifier votre identité. C'est un processus qui est coûteux et donc qui n'est pas à la portée d'acteurs tels que Facebook, qui ont un revenu par utilisateur qui, typiquement en Europe, oscille aux alentours de 10 € par an. Ils ne peuvent pas se permettre de dépenser autant d'argent dans la vérification de l'identité d'utilisateur. Et dans ce cas-là, il faudrait imaginer avoir un recours à un tiers, typiquement l'État français, et ça pose une multitude de problèmes de confidentialité de vos activités vis-à-vis de celles de l'État. Même chose pour les fournisseurs d'accès à Internet qui pourraient être mis à contribution, c'est une chimère là ou pas? Pareil, ça se contourne très facilement. Tout ça, on l'a déjà dit il y a 15 ans déjà, à l'époque d'Adopi. Il vous suffira d'avoir un abonnement à un VPN pour contourner ce type de censure. Il n'y a pas de possibilité technique. On est vraiment dans le même cas de figure qu'à l'époque d'Adopi, qui avait été une grande humiliation pour tout le personnel politique. Souvenez-vous, le pare-feu Open Office de Christine Albanel. On est exactement dans les mêmes délires de supposition, de solutionnisme technologique. À l'époque, l'idée, c'était de filtrer les sites qui proposaient des contenus copyrightés en téléchargement illégal. On est exactement dans le même solutionnisme et on va être exactement dans la même grande séquence pour les activistes dans mon genre de grande rigolade et de mise en abîme de l'ignorance, de l'électronisme des élites. Il n'y a pas de possibilité technique pour résoudre le problème qui est un vrai problème. L'accès au porno par les mineurs, c'est un vrai problème. Il y a besoin d'y réfléchir, il y a besoin de trouver des solutions sociétales, mais malheureusement, il n'y a pas de solution technique. Fabrice Epelboin, vous avez parlé du porno. Une autre mesure contenue dans le projet de loi vise à donner, je cite, plus de pouvoir à l'Arcom, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour bloquer les sites X pour les mineurs. Et on dirait, c'est pas trop tôt, mais est-ce que c'est réaliste? Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'Arcom est dirigé par quelqu'un de compétent qui, elle, sait à quel point cette idée de solutionnisme technique est idiote. En dehors de ça, on est encore une fois exactement dans les mêmes problématiques de l'époque Adopi, où il s'agit de couper la connexion, de filtrer des choses. Ça va demander tout un dispositif technique qui est totalement irréaliste. Alors, il y a quand même, je cite, de nouveaux moyens pour lutter contre la désinformation, notamment pour préciser le cadre qui permettrait de bloquer la diffusion d'un média dans certains cas. Est-ce que là, ça pose franchement pas question sur la liberté d'expression ?
Mais la liberté d'expression, elle est très relative en France, elle n'est pas garantie, c'est pas un droit constitutionnel. Le fait que l'État Ce qui est le cas aux États-Unis. Ce qui est le cas aux États-Unis, même si c'est sérieusement remis en question aux États-Unis. Mais en tout cas, c'est dans la Constitution américaine. En France, on est dans une zone beaucoup plus grise. Donc, il est tout à fait envisageable que l'État décide d'interdire certains canaux, certains médias. Il l'a déjà fait avec RT, même si ça s'est passé au niveau européen. On pourrait tout à fait imaginer demain multiplier ces interdictions. Là encore, ça se contourne très facilement. Rappelons quand même qu'Internet a été, avant d'être un problème dans le monde occidental, un outil de libération pour tout un tas d'autres pays, et que le savoir-faire est extrêmement répandu, et ce depuis un bon bout de temps. Mais excusez-moi, lutter contre la désinformation quand c'est dans un projet de loi, est-ce qu'on se dirige pas un peu vers un mini-vers, le ministère de la vérité, comme on parlait de George Orwell dans 1984? Parce que par exemple, on pourra vous empêcher de sortir un scandale qui concernerait des gouvernants, ou un député, ou un sénateur. Ça pose quand même beaucoup de questions, non? C'est déjà le cas. Hein. On a déjà des lois qui, dans les 6 mois qui précèdent une élection, permettent de bloquer un média, fût-il Mediapart révélé en scandale. Oui. Ces lois n'ont pas été appliquées pour l'instant parce qu'on imagine que l'effet serait cataclysmique. Hein. On aurait ce qu'on appelle un effet stressant. La volonté par le gouvernement de censurer un média révélé en scandale rendrait d'autant plus appétant aux yeux des électeurs. Donc le résultat serait probablement catastrophique. Mais malgré tout, on est en train de mettre en place un cadre législatif qui demain permettra de faire ça à une échelle massive. Reste à voir qui sera au pouvoir le jour où ça sera utilisé à une échelle massive. Mais l'architecture juridique est en place et se renforcera en ce moment même. Dernière question, Fabrice Epelboin, les débats à l'Assemblée nationale, en particulier sur la réforme des retraites, ont été houleux. Est-ce qu'on peut imaginer des débats houleux sur ce projet de loi en cours ? Non, en aucun cas. D'abord parce qu'on a encore une fois l'expérience d'Adopi et que les débats étaient ridicules, pas houleux. C'est très différent. Mais la composition de l'Assemblée a changé entre-temps aussi, hein. Pas tant que ça. En termes de compétences techniques, pas tant que ça. On compte sur les doigts de la main les gens qui, au sein de l'Assemblée nationale, sont capables de comprendre les enjeux techniques derrière toutes ces questions. Les autres ont des présupposés, des croyances et qui reposent essentiellement sur du sable. Ils ne comprennent pas l'objet technique qu'ils doivent légiférer. C'est le cas pour la plupart des objets techniques. Et donc, ils vont faire appel à la technologie pour trouver une solution miracle. Malheureusement, la technologie, ça ne marche pas comme ça. Merci beaucoup, Fabrice Epelboin, entrepreneur notamment de Creative Technologies, professeur au CELSA Sciences Po Paris et à l'IAE Poitiers.